Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings de l'œuvre abordée dans cet épisode seront la violence psychologique, la manipulation, décès par homicide, incendie, représentation d'un rapport conjugal inégal, deuil, jalousie, subtextualisation d'un désir lesbien et pathologisation implicite. Je resterai sobre, on parle de voix, d'éthique, de classe, d'intimité et de loi. La nuit dernière, j'ai rêvé que je retournais à Manderley. Une phrase d'ouverture qui a fini par faire ombre à tout le reste. Comme si Rebecca se résumait à cette coulée de brume sur une allée envahie de rhododendrons. Reprendre le roman, c'est se rappeler que ce rêve n'est pas une vignette gothique. C'est un verbe au passé qui annonce la mise à distance. La narratrice, sans prénom, sans autre identité publique que Madame de Winter, écrit après. Elle vit en exil avec Maxime, loin de l'Angleterre, et elle raconte depuis ce calme hostile où les journées se ressemblent. Le rêve n'ouvre pas le récit, il le cadre. Tout ce que nous lirons est une récapitulation. Et ce cadre change tout. Rebecca n'est pas seulement un suspense à rebondissement, c'est un livre sur la construction d'un passé, la mise en récit d'une jalousie, la fabrication d'une identité à partir d'une absence. Le choc moderne du roman, publié en 1938, vient de cette équation. Une héroïne sans nom, une maison qui a plus de personnalité qu'elle, un mari aristocratique au silence épais, et une morte qui règne plus fort que tous les vivants. On a dit roman gothique, oui, par la maison, les falaises, la gouvernante inquiétante et l'incendie final. Mais Rebecca fonctionne d'abord comme un roman domestique. Pièces, emploi du temps, menus, fleurs, carrelage, rameaux coupés. Une économie entière où la logistique est l'argument du pouvoir. Qui sait circuler à Manderley appartient. Qui heurte un guéridon trahit sa qualité d'invité. Premièrement, une voix sans prénom. Comment exister derrière une morte ? Le pari narratif de Du Maurier est radical. Notre narratrice n'a pas de prénom. Ce n'est pas une coquetterie, c'est la donnée. Elle est la seconde Madame de Winter. Un titre, un rôle. Dès Monte-Carlo, quand elle rencontre Maxime, elle n'apparaît que comme compagne temporaire d'un riche oisive qui la traite comme une domestique polie. Ce n'est pas un hasard. La narratrice arrive dans le monde de Maxime comme subalterne. Et le roman ne cesse de montrer ce que coûte l'ascension sociale quand l'ascenseur, c'est le mariage. Être sans prénom ici, c'est expérimenter la dépendance symbolique. On te nomme, donc tu es. On ne te nomme pas, donc tu joues un rôle. Du Maurier fait tenir cette expérience dans des gestes minuscules. Signer une lettre et hésiter, répondre à une question d'intendance en bafouillant. Recevoir des invités qui attendent la vraie maîtresse de maison, celle qui savait. L'ombre de la première épouse se projette sur les nappes, les vases, les menus, les chasses. Rebecca est le roman de quelqu'un qui découvre que l'amour ne suffit pas à habiter une maison. La voix, pourtant, résiste. Elle observe, elle rêve, elle imagine des scènes qui n'ont pas lieu. C'est l'un des procédés les plus fins du livre. La narratrice fantasme des dialogues humiliants où elle se voit renvoyée à son incompétence. Et elle se crée des spectateurs qui se moquent. Cette propension à la rêverie anxieuse dit autant de sa lucidité que de sa fragilité. Elle sait que tout, à Manderley, se lie à travers des codes. Elle ne les possède pas. Elle surinterprète et elle anti-compte. C'est aussi une manière pour Du Maurier d'installer un doute sur la fiabilité du récit. Combien de scènes que nous voyons sont des constructions ? Combien d'indices sont projetés par une conscience en recherche de sens ? Et puis il y a ce « tu » obstiné qu'elle adresse à Maxime quand elle le rencontre. Elle écrit « tu » au lieu de « il », comme si elle lui parlait depuis ce présent exilé. Ce tutoiement fictif, l'anglais dit « you » sans marquer la distance, est un signe. Rebecca est une lettre longue à un mari vivant, écrite contre la puissance d'une morte. Émotionnellement, ça place le lecteur dans une position complice. Nous lisons ce qu'elle aurait voulu lui dire avec la même intensité que ce qu'elle met à se souvenir. Deuxièmement, Manderley est l'architecture du pouvoir.
Manderley n'est pas un décor, c'est une organisation. Du Maurier a l'intelligence de présenter la maison d'abord comme absente, dans le rêve, puis comme expérience sensorielle. L'odeur, les rhododendrons, le bruit des galets qui roulent à la crique, le froid des pièces trop hautes, le bois ciré, les couvertures numérotées et le livre des comptes. La propriété ne se résume pas à une silhouette, elle s'exprime par des itinéraires que les domestiques connaissent par cœur, par des rituels, le thé, les dîners, les visites des fermiers, et par des pièces taboues. Ce n'est pas une maison hantée des contes, c'est la maison habituée, ce qui est pire, une habitude qu'on a privée de son sujet. La partie la plus spectaculaire de cette architecture est le sanctuaire de Rebecca, la chambre qui n'a pas été touchée, l'enfilade de pièces pleines de lumière où le moindre objet a sa place, comme si elle allait revenir. La lingerie qu'on effleure, le peignoir, la brosse aux initiales, l'odeur, toute une scénographie d'adoration qui a un maître de cérémonie, Mrs. Danvers. Ce dispositif qu'on lit parfois vite est au cœur de la politique du livre. La mémoire de Rebecca n'est pas une présence mystique, c'est un travail. On le rejoue, on le remet en scène, on la conserve par une discipline. Entre la narratrice et la morte se tient l'archiviste. Manderley, c'est aussi la mer. Le roman ne le répète pas pour la poésie. La côte et le dehors qui structurent l'intérieur. Deux lieux aimantés. La crique interdite et le pavillon de bateau, théâtre de la confession. La mer n'est pas une allégorie, elle est risque. Elle prend les corps, elle rend les épaves. Elle impose ses marées au récit. L'inventaire légal, on a repêché un bateau, un corps dans une cabine, à la sécheresse d'un procès-verbal. La mer aura la délicatesse ironique d'exposer la vérité sous forme de coque brisée. Et cette vérité n'est pas fantastique, elle est criminelle. L'autre matière constitutive de Manderley, ce sont les fleurs, notamment ces rhododendrons indécents, presque agressifs dans leur rouge, un rouge que Du Maurier décrit comme une offense, une ébauche végétale. L'esthétique du parc en dit plus sur Rebecca que toutes les anecdotes. Manderley avait une maîtresse qui savait arrimer la sauvagerie du lieu à son goût. La seconde épouse ne le sait pas. Elle préfère les fleurs pâles, modestes, qu'elle n'ose pas imposer. Le jardin est un langage social, pas un tableau. Troisièmement, Mrs. Danvers, gardienne et metteur en scène, il est difficile de parler de Rebecca sans s'arrêter sur Mrs. Danvers. Elle dépasse la figure classique de la gouvernante antipathique. C'est un prêtre. Elle officie, elle connaît la liturgie, poussière balayée chaque jour sur des objets qui ne servent plus. Vêtements pliés à la même place, fenêtres tirées selon la saison. Elle ne dirige pas seulement la domesticité, elle porte la mémoire de Rebecca comme une foi. Son rapport à la mort, affection dévouée, amour obsessionnel, est volontairement subtextuel. Du Maurier ne plaide pas. Elle accumule des gestes. La caresse du tissu, la voix qui se brise quand elle décrit la beauté de sa maîtresse, le désir de réinstaller Rebecca dans le présent par procuration. Lire le roman aujourd'hui, c'est savoir qu'un désir lesbien circule là. Jamais dit, mis en forme par la dévotion. Réactionnaire, non. Exact pour son époque et pour l'économie interne du roman, tout en étant, dans nos yeux, à regarder avec prudence, parce que la littérature a longtemps codé l'amour entre les femmes en obsession destructrice. Mrs. Danvers est aussi, éthiquement, le contrepoids absolu de la narratrice. Elle a une identité. Elle n'en veut plus d'autre que celle de gardienne. Elle refuse la seconde épouse au nom d'une fidélité qui ne négocie pas. Sa cruauté n'est pas sadique, elle est politique. Elle veut éjecter l'usurpatrice. La scène du bal de charité, où Mrs. Danvers pousse la narratrice à porter la robe d'un ancêtre dont Rebecca avait déjà endossé le costume, est un chef-d'œuvre de théâtre social. On conserve, par image, on pousse quelqu'un à se ridiculiser en la livrant au regard, celui de la gentry, celui de Maxime. La blessure infligée ce soir-là est plus grave que les reproches qui suivront. C'est la preuve publique que la seconde Madame de Winter n'est pas Rebecca. Et c'est là, éventuellement, que le roman devient dérangeant. Maxime, plutôt que de protéger, humilie. Son amour est un amour conditionnel, rationné, taillé sur mesure pour que la narratrice se diminue. Quatrièmement, Maxime, confession, morale, loi. Il y a une tentation très cinéma de lire Maxime comme un ténébreux romantique, blessé par une épouse diabolique. C'est la version que les adaptations ont polie pour satisfaire les censeurs. Dans le film de Hitchcock, le code est interdit qu'un meurtrier reste impuni. On modifiera donc la causalité de la mort. Le roman, lui, est plus noir. Maxime avoue qu'il a tué Rebecca. Non pas par accident, mais parce qu'elle le provoquait, parce qu'elle avait construit un pacte conjugal de façade, parce qu'elle le dégoûtait, parce qu'elle pratiquait une liberté sexuelle que le milieu n'avouait pas,
parce que ce jour-là, elle lui a jeté un défi en suggérant une grossesse qui l'aurait forcé à adopter l'enfant d'un autre. Maxime prend un revolver, il tire, il saborde le bateau, il ment, il se tait. Il épouse plus tard une jeune femme manipulable qui lui rendra la paix. Du Maurier ne maquille pas l'économie de ce geste, elle en explore l'effet. Éthiquement, le roman est inconfortable. Il organise une sympathie pour Maxime juste avant la confession. Il souffre, il est harcelé par la mémoire de la morte, il veut protéger sa nouvelle épouse. Puis, nous propose un soulagement malsain. Ce n'était pas un accident, il l'a tué, donc enfin, notre narratrice cesse d'être jalouse. Et c'est vrai, la jalousie se dissout quand l'idole tombe. Mais le prix à payer pour la paix du couple est terrible. Il faut avaliser un meurtre. D'où la zone grise qui fait la modernité du livre. Nous suivons une héroïne qui accepte la complicité en échange d'un amour moins cruel. On peut légitimement lire cela comme une critique d'un ordre masculin où la vérité cède devant la respectabilité. On peut aussi y voir un portrait d'aveuglement amoureux dont le texte ne nous absout pas. La loi, ensuite, l'enquête qui suit la découverte de l'épave est un jeu de version. Le cousin, Jack Favel, incarnation d'un hédonisme louche, d'une vulgarité sexuelle que le roman ne nous donne pas envie d'aimer, tente du chantage. Il sait ou croit savoir que Maxime a tué. Il y aura enquêteur, médecin, coroner et deux Deus Ex Machina. La révélation d'un cancer avancé chez Rebecca. Du coup, tout s'ajuste. La victime aura choisi la mort. Maxime n'est pas un meurtrier juridiquement. La loi est satisfaite, la morale est déplacée. Et le lecteur, là est le tour de force. Du Maurier n'écrit pas un plaidoyer. Elle montre la malléabilité des récits quand une classe sociale tient la plume. Ce n'est pas la même chose de mentir avec Manderley derrière soi que de mentir depuis une chambre meublée. Les institutions, médecins, coroner, police locale, ont tendance à croire ce qui soulage. L'ordre reste en place. L'icône Rebecca baisse d'un cran. On peut donc rentrer dîner. Cette souplesse de la vérité, c'est peut-être ce que le roman dit de plus terrible sur l'Angleterre qui l'a vu naître. Cinquièmement, Rebecca, personnage central, absente très présente. Qui est Rebecca ? Le livre n'offre jamais son point de vue. Il propose des fragments qui se contredisent. Pour certains, c'est la grâce, l'intelligence, la beauté, la maîtresse parfaite de Manderley. Pour Maxime, c'est une faussaire morale, une libertine, une prédatrice qui aimait jouer avec les autres, au point de pousser l'humiliation comme un art. Pour Mrs. Danvers, c'est un soleil. Pour le médecin, c'est une malade lucide. Du Maurier refuse la biographie, elle organise la rumeur. Une lecture contemporaine a beaucoup insisté, à juste titre, sur la diabolisation contradictoire de Rebecca, punie de sa sexualité autonome, décrite dans la bouche d'un homme qui veut rétablir sa souveraineté, défendue par des domestiques dont le désir est illisible pour les autres. On peut y voir le portrait d'une femme ingouvernable, condamnée par un ordre patriarcal. On peut simultanément y voir une tyrannie charismatique, un pouvoir de classe qui a écrasé les subalternes, et la narratrice en aurait été victime si elle l'avait connue. Le livre ne tranche pas. C'est son honnêteté, comme c'est sa charge. Il met le lecteur au travail, au risque de produire des lecteurs apologétiques pour Maxime. L'essentiel est de maintenir la complexité. Rebecca n'est ni sainte ni démon. Elle est la preuve que la liberté, au sein d'un ordre aussi codé, produit des catastrophes quand elle s'exerce sur les autres. Ce dont on manque, c'est une version où elle n'aurait pas besoin de dominer pour exister. Le roman n'est pas tenu de la fournir. Nous, lecteurs de 2025, avons le droit d'en éprouver la lacune. Symboliquement, Rebecca est écrite. Sa signature, filigrane magnifique, orne les objets, les livres de comptes, les initiales R2W. Sa main a régné par l'agenda, le téléphone, le courrier. La seconde épouse, en signant mal, constate qu'un mot peut échouer. L'enjeu n'est pas romantique, il est administratif. Et c'est ce qui rend Rebecca si moderne. La hantise passe par des documents. Ce n'est pas un fantôme qui fait claquer les portes. C'est un papier dans le mauvais interstice d'un livre. Sixièmement, classe domestique, empire, le dehors qu'on ne dit pas. Le roman est inscrit dans une Angleterre de propriété. Fermier, piqueur domestique, intendant, jardin comme Descartes, réception, dons, charité locale. Tout un monde qui ne tient que par l'argent ancien et les hiérarchies complices. Du Maurier n'écrit pas un pamphlet social, elle fait entendre. Ben, l'homme simple des abords de la critique, Robert, le jeune domestique que la narratrice défend, Fritz, majordome loyal, l'assemblage de petites gens dont l'existence dépend de la figure de la maîtresse de maison. Cette économie est l'arrière-plan de la jalousie.
Si Rebecca règne après sa mort, c'est parce que son style a irrigué un territoire. On ne remplace pas une maîtresse quand on a construit des pratiques autour d'elle. D'où la violence de la solution finale, incendier Manderley. On pourrait pousser l'analyse au-delà des murailles. Manderley est une miniature d'empire. Concentration de ressources, goût important, code, alliance avec le district. Ce n'est pas un hasard si la voix narrative, une femme de peu, se perd dans les couloirs comme un sujet colonisé dans l'appareil. Elle doit apprendre la langue de Manderley, les bonnes heures, les gestes, les usages, pour mériter d'être vue. Si Rebecca touche si fort, c'est qu'il montre la politique dans les gestes. Mettre la bonne assiette, répondre comme il faut à un fermier, composer un centre de table, tout cela n'est pas de la féminité, c'est du pouvoir. Le dernier mouvement, retour en voiture, horizon rouge, Manderley en flammes, appartient au mythe. On a longtemps retenu l'image de Mrs. Danvers dans les décombres. Le film a fixé ce tableau. Le roman est moins démonstratif. Il laisse ouvert l'origine du feu. Vengeance probable, logique du geste, dissolution de l'œuvre de Rebecca et du règne de Danvers. Quoi qu'il en soit, l'incendie produit deux effets littéraires. Il efface les preuves, pratique pour une conscience coupable, et il parachève la mélancolie. Fin du monde ancien, impossibilité du retour. D'où l'ouverture au rêve la nuit dernière. Il n'y a plus de maison à habiter, seulement une image à rejouer. Notre héroïne et Maxime vivent dans des hôtels anonymes, loin, à lire des résultats de cricket. C'est un châtiment discret, ni prison ni procès, mais l'exil et la répétition des mêmes jours. Le roman est d'une sévérité élégante. Manderley a brûlé, mais pas la culpabilité. On n'a pas attendu les études littéraires pour rapprocher Rebecca de Jane Eyre, même économie du secret masculin, même maison fracturée, même spectacle du feu. Mais Du Maurier inverse le dispositif. Chez Brontë, l'obstacle est la précédente épouse vivante, enfermée, pathologisée. Chez Du Maurier, l'obstacle est une morte idéalisée qui gouverne par traces. Rochester avoue un crime de papier, la bigamie, la rétention d'une folle. Maxime avoue un crime de sang. La gouvernante de Brontë gagne un prénom et une place. La seconde Madame de Winter perd le sien et n'en acquiert pas. Le mariage de fin n'arrive pas. Il est donné dès le début et mis en crise. Le feu brise une maison pour en fonder un autre chez Brontë. Le feu chez Du Maurier ferme. La parenté avec Barbe Bleue est moins souvent dite. Elle est pourtant flagrante. Un pavillon interdit, un secret, un homme qui teste les limites de la curiosité, une héroïne qui paiera le prix de l'ouverture. Sauf qu'ici, la clé n'est pas un talisman, c'est une enquête. Notre héroïne ne désobéit pas par désir de savoir, elle tombe sur la vérité, et c'est la vérité qui la relie à Maxime. Quant aux adaptations, chacune déplace le centre de gravité. Hitchcock, en 1940, accentue l'innocence juridique de Maxime pour satisfaire la censure, magnifie la figure de Danvers comme silhouette d'ombre et insiste sur la subjectivité de la seconde épouse par des cadres étouffants. Le film fixe des images qu'on a collées au roman, la main gantée de Danvers, la silhouette sur le perron et les rideaux qui gonflent. Des versions ultérieures ont tenté de moderniser. Netflix en 2020 en colorant la romance et en lisant la cruauté sociale. Elles perdent souvent la matière, l'odeur de cire, la précision des emplois du temps, la politique du thé. Ce que le cinéma gagne en visage, il le perd parfois en administratif. Or, c'est l'administratif qui, chez Du Maurier, hante le plus. Pourquoi le roman n'a pas jauni avec le temps ? Parce qu'il parle de trois choses qui ne vieillissent pas. L'envie, le style et la loi. L'envie, c'est la pulsion de se mesurer à une absente qu'on idéalise. C'est le poison des réseaux avant les réseaux. Comparer ses gestes aux gestes d'une morte parfaite qui a laissé son mode d'emploi partout. Le style, c'est l'usage social du goût comme instrument de pouvoir. Ne pas avoir le style de Morlaix, c'est ne pas parler la langue du pays où l'on vient vivre. La loi, c'est la capacité d'un ordre à recycler la vérité pour préserver la surface. Rebecca montre que les systèmes préfèrent les histoires proprettes. La maladie de la victime, le caractère dévergondé de la morte, aux vérités saleuses. Un meurtre, un mensonge, une classe qui protège les siens. Le livre nous met aussi au défi sur notre manière d'aimer les histoires d'amour. Il y a, au cœur de Rebecca, une relation où l'homme et la femme trouvent une paix au prix d'une complicité. Le texte n'érige jamais cela en modèle, il le documente. Il prête aux coupables une tendresse exilée, leur routine, leur promenade, leur besoin de se réconforter mutuellement. Et il n'efface pas l'échange originel. Une jeune femme, sans place, devient Madame de Winter. Un homme criblé d'un secret gagne un écran. Lire ce livre aujourd'hui, c'est accepter d'être mal à l'aise. Ce malaise est la vraie réussite.
La littérature n'est pas là pour valider nos préférences. Elle place un miroir à un angle où nos visages grincent. On pourrait aussi dire que Rebecca a donné au XXe siècle l'un de ses grands fantômes. Pas une apparence, une réputation. C'est l'invention littéraire la plus profonde du roman. Nous sommes tous entourés de réputations, d'anciens couples, d'anciens collègues, d'anciens chefs, et la maison que nous habitons ont appartenu à d'autres. Du Maurier nous apprend à lire ces résidus et à mesurer le poids d'un mystère. S'il y a horreur dans Rebecca, elle tient à cette politesse. Quand le mal se produit, il est d'une correction sinistre. Un revolver, un bateau, un silence. Et la vie s'en arrange. Manderley brûle, on reprend le thé ailleurs. Je m'arrête là où le roman commence, sur un geste. Une main qui signe, une autre qui tourne la page d'un livre de contes, une troisième qui lisse un peignoir. Rebecca tient parce qu'il donne de la gravité à ces choses. On a retenu la falaise, l'incendie, la confession. On oublie trop vite que tout est d'abord affaire d'écritoire et de porcelaine. Quand notre narratrice, enfin, ose déplacer un objet et le laisser déplacer, nous mesurons l'ampleur du parcours. Elle n'a pas conquis un château. Elle a appris à poser sa tasse là où elle veut. C'est peu, mais c'est immense. Et quand la nuit tombe, loin, dans un hôtel anonyme, elle rêve encore de Manderley. Ce n'est pas qu'elle regrette, c'est qu'une maison qui a tout organisé finit par vous organiser de l'intérieur. Nous avons tous nos Manderley, ces lieux qui font la grammaire de nos journées et qu'un jour nous perdons. Le roman de Du Maurier nous a donné la phrase pour dire ce fait banal et abyssal. Je suis revenu en rêve. Ce rêve-là n'est pas une fuite. C'est la preuve qu'une vie ne tient pas qu'à la morale, mais à des pièces et à des noms. Le reste brûle bien. Ce qui reste, l'écriture, la mémoire, le trouble, ne brûle pas si vite. Et c'est pour ça qu'on revient. Voilà pour cet épisode consacré à Rebecca de Daphné du Maurier. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et je t'invite à me rejoindre sur Instagram à 50 nuances d'horreur si jamais tu souhaites prolonger le débat avec moi. Je te retrouve très vite pour des nouvelles histoires qui font peur. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.